Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo de comprendre le SSL. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on peut casser mathématiquement le cryptage RSA. En effet, le cryptage RSA n'est pas une méthode infaillible non plus, elle est juste une méthode compliquée à casser, mais c'est tout à fait faisable. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc évidemment, pour aborder ce sujet, il va falloir déjà connaître un minimum comment fonctionne le RSA, quels sont les processus mathématiques qui se passent derrière. Et donc, je ne vais pas reprendre tout ça dans cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle le cryptage RSA. Et donc, si vous n'avez pas cette connaissance, je vous invite tout simplement à la regarder. Sinon, à partir de maintenant, je considère que vous savez comment le RSA fonctionne. Donc, puisque vous savez comment il fonctionne, vous savez que tout repose sur la multiplication de deux nombres premiers, qu'on appelle traditionnellement P et Q. Et en effet, c'est avec ces deux nombres P et Q qu'on est capable au final de découler tout notre algorithme qui va nous créer un nombre n, qui va nous donner l'indicatrice de l'heure. Et c'est avec tout ça qu'on va générer nos clés, à la fois privées et à la fois publiques. Donc si j'ai envie de casser moi le RSA, ce qu'il me faut, c'est que j'arrive à trouver ces nombres P et Q. Donc pour ça, moi je peux utiliser n, donc n c'est mon nombre. Maintenant il va falloir faire de la factorisation, il va falloir que j'arrive à partir de n, que je sois capable de trouver le nombre p et le nombre q. Parce qu'une fois que j'aurai p et q, voilà, comme j'ai dit, moi je peux rejouer l'algorithme derrière, pouvoir régénérer les clés, et du coup pouvoir découvrir votre clé privée. Et à partir de là, je suis capable de faire plein de choses. Et du coup, comment est-ce que je fais pour découvrir les facteurs de n? Est-ce que c'est divisible par 2? Est-ce que c'est divisible par 3? Est-ce que c'est divisible par 5? Est-ce que c'est divisible par 7? Est-ce que c'est divisible par 11? Et je continue comme ça avec toute une liste de nombres premiers? Non, ça marche, c'est de la brute force. Simplement, on n'est pas bête. Ce qu'on fait à l'algorithme, ils prennent en règle générale des P et des Q très massifs, avec énormément de chiffres, de sorte que justement devoir procéder ainsi par force brute, ça marche, mais c'est juste extrêmement long. Et c'est juste, mais vraiment pas rentable. Donc surtout, on ne va pas faire ça. Sinon, on ne s'est pas sorti de l'auberge. Peut-être que nos petits-enfants découvriront les résultats décryptés, mais voilà. Donc nous, on veut quelque chose qui soit un peu plus rapide, donc un peu plus efficace. Et pour ça, on a trouvé ce qu'on appelle l'algorithme de Shor. Donc c'est un algorithme qui a été nommé en hommage à Peter Shor, qui est un mathématicien américain, et qui permet en seulement 7 étapes de trouver les deux facteurs premiers d'un nombre n. Donc comme j'aime bien illustrer mes propos, je vous propose de prendre un n, donc nous assez petit, je ne suis pas non plus assez fou pour me lancer dans des grands calculs, donc je vous propose n égale 391. Donc voilà, je vous dis 391, c'est la multiplication de deux nombres premiers. Lesquels? Là, comme ça, intuitivement, sans calculatrice, sans rien et tout, c'est pas intuitif. Peut-être, je ne sais pas, si vous l'avez trouvé, tant mieux. Mais voilà, comme ça, en tout cas, ça ne nous parle pas. Donc l'idée, ça va être qu'on va dérouler l'algorithme de Shor, et normalement, on doit, s'il marche, trouver quels sont les deux facteurs qui ont permis d'amener à ce nombre. Donc, première étape, en fait, on va prendre un nombre aléatoire, n'importe lequel, qu'on va appeler A, de sorte que A est inférieur à N. Donc ça peut être n'importe quel nombre, vraiment, vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi, par exemple, je vous propose 24, parce que j'ai 24 ans. C'est un argument comme un autre. Et puis surtout, 24 est inférieur à 391. Et ça nous intéresse, parce que c'est la condition qu'il nous fallait. Ensuite, en étape 2, on va calculer ce qu'on appelle le PGCD de A et de N. Donc le PGCD, c'est pour le plus grand diviseur commun, sauf que c'est en anglais, donc plus grand commun diviseur, parce que voilà. Ça nous permet en fait, on va lister l'ensemble des diviseurs de A, puis l'ensemble des diviseurs de N, et l'idée c'est qu'on va prendre le diviseur qu'ils ont en commun, et on va prendre le plus grand de cette liste-là. Pour ceux qui ne savent pas comment est-ce qu'on peut implémenter ça, j'ai fait une vidéo sur le PHP et les maths où j'expliquais comment fonctionne l'algorithme d'Euclide qui permet justement de déterminer le PGCD de deux nombres. C'est le premier exemple, vous avez juste à lancer la vidéo et vous allez tomber dessus. Donc ensuite on va regarder le résultat de cette opération
Et du coup, si on a un PGCD de A et de N qui est différent de 1, ça veut dire qu'on a un facteur qui divise à la fois A et à la fois N. Bah, dans ces cas-là, ça veut dire que ce nombre-là divise N. Bah, du coup, c'est un facteur de N. Du coup, on a trouvé notre P. Bah voilà, on a trouvé notre P. Du coup, bah, on prend N, on divise N par P et on trouve Q. Et puis, bah, ça y est, on a deux nombres. Et c'est terminé. Et bah, si ce n'est pas le cas, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on reprend un autre A et on continue comme ça en priant le bon Dieu. Donc voilà, c'était l'algorithme de Shor. Merci de nous avoir suivis. C'est vrai, faut le tout, tu sais, faut le tout, c'est vrai, faut le tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. Je rigole. Je rigole. Évidemment, ça ne s'arrête pas ici, parce qu'il faudrait parcourir tous les cas. En fait, ça reviendrait à faire de la force brute pour essayer de trouver le bon A qui tomberait sur un multiple d'un des deux facteurs. Donc non, dans la plupart des cas, en réalité, ça ne s'arrête pas là. On peut s'arrêter à l'étape 3, mais c'est vraiment que vous avez de la chance. Mais vraiment. Dans la plupart des cas, en fait, le PGCD que vous avez entre A et N sera égal à 1. Ça veut dire que A et N seront premiers entre eux. C'est-à-dire que leur seul diviseur, ils n'ont aucun facteur en commun. Leur plus grand diviseur, ça sera 1. Donc moi, si je prends l'exemple du PGCD de 24 et de 391, bah c'est 1. Donc bah, on est dans le dernier cas, donc malheureusement, on va devoir continuer à dérouler la suite de l'algorithme de Shor. Donc maintenant, on va trouver une certaine donnée qui s'appelle la période. En effet, il faut savoir que si on prend deux nombres, que je prends par exemple A et N, mais alors purement au hasard, si deux nombres sont premiers entre eux, alors on a une fonction f de x qui est égale à a puissance x modulo n, qui a une période, il existe toujours une période que l'on va appeler r, de telle sorte que f de x plus r est égal à f de x, et une période se terminera toujours par un f de x qui est égal à 1. Alors, là peut-être que je vous ai perdu. Donc, on prend deux nombres, a et n. On va avoir une fonction x, f de x, et l'idée c'est que je vais prendre ce nombre a que je vais élever à la puissance de x, et ensuite je vais faire le modulo n. Donc, si vous ne connaissez pas l'opération modulo, c'est que ça va me donner le reste de la division euclidienne de a par n. Quand vous faites une division, vous savez, vous restez avec des entiers, vous ne faites pas de virgule, etc. Vous allez tomber sur un reste qui est normalement plus petit que les deux. Dans ces cas-là, ce reste-là, c'est votre modulo n. Mais c'est peut-être plus pratique avec des exemples. Si je prends a égale 4 et n égale 15. Alors si je fais a modulo 15, ça va être 4. Après, si je fais 4 au carré, là, je vais avoir modulo 15, donc je vais avoir 16 modulo 15. Mon reste va être égal à 1. Parce que je vais faire 16 divisé par 15. Bah, ça ne fait qu'une seule fois. Et j'ai un reste de combien? J'ai un reste de 4. 4 puissance 3. Modulo 15, ça me donne 4. 4 puissance 4, modulo 15, ça me donne 1. Donc ici, en fait, qu'est-ce que j'ai tenté de vous montrer? C'est que j'ai une période qui est égale à 2, puisque une fois que j'ai trouvé mon 1, ici, moi, je m'arrête. Donc là, j'ai 1, 2, paf, bon, j'ai trouvé mon R, c'est 2. Et comme j'ai un R qui est égal à 2, alors ça veut dire que tous les deux, je vais retomber sur les mêmes résultats. Ça veut dire que si je prends 1, si je vais à la troisième étape, je vais tomber sur le même nombre. Bah, en l'occurrence, ici, vous pouvez voir que c'est strictement identique. Prenons un autre exemple. Si je prends A égale 11 et N égale 39, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus long. Bon, il faut que je monte à 11 puissance 12 modulo 39 et je vais tomber sur finalement un nombre qui est 1. Il y a toujours un 1. Plus ou moins long à trouver, mais il y a toujours un 1. Et en fait ici, si j'aurais fait 11 puissance 13 modulo 39, alors je serais tombé sur 11. Je vous propose justement, tant qu'à faire, de le tester tout de suite. Donc si je fais 11 puissance 13, hop,
modulo 39, 11. Voilà, j'ai pas besoin de m'embêter, à la limite, en fait, là je vous l'ai fait pour le montrer, mais je n'aime pas m'embêter. Si vous m'aurez demandé, bah, tiens Yann, tu peux me calculer 11 puissance 13 modulo de 39, bah en regardant ça, je suis capable de vous dire, bah oui c'est simple, hein, ça fait 11. Et donc ici, bah, ma période, elle est égale à 12. Prenons notre cas à nous quand même, parce que c'est ce cas qui m'intéresse. Ici, j'ai un A qui est égal à 29 et j'ai un N qui est égal à 391. Alors, bah, j'ai trouvé une période de 16. Ça veut dire que je suis capable de faire le même principe que vous avez ici. Et c'est à la 16e étape que je vais avoir un A, donc 24 puissance 16, modulo 391, qui va être égal à 1. C'est très bien, donc maintenant que nous avons tout ce qu'il nous faut pour trouver P et Q. Donc, étape 5, on va d'abord vérifier le R que vous avez trouvé. En fait, dans la suite des calculs, vous allez voir qu'on va diviser R par 2. Et il faut que cette division nous donne un nombre entier. Ainsi, bah, si vous avez un N qui est impair, bah, malheureusement, ça veut dire que vous avez mal choisi votre nombre. Il va falloir retourner à l'étape 1 et prendre un autre A. Voilà, c'est dommage. Vous avez joué, vous avez perdu. C'est pas grave, on recommence avec un autre nombre. Donc dans mon cas, vous avez pu voir que R c'est 16. 16 c'est pair, donc c'est OK. Donc on passe à l'étape suivante. L'étape 6, ça va être qu'on va vérifier que A puissance R divisé par 2 plus 1 est congru à 0 modulo N. Alors cette écriture, c'est peut-être une écriture que vous n'avez pas l'habitude de dire. En fait là, la seule chose que ça veut dire que ce nombre-là, modulo N, est égal à 0. Et ça, ce petit symbole-là, ça s'appelle congru. Donc quand je dis que A puissance R divisé par 2 plus 1 est congru à 0 modulo N, ça veut juste dire que la division de ce nombre-là divisé par N, ça me donne un reste de 0. Donc l'idée, c'est que du coup, je vais vérifier cette opération. Donc si je fais A puissance R divisé par 2 plus 1 congru à 0 modulo N, dans ces cas-là, bah, malheureusement, j'ai encore mal choisi mon nombre. Et du coup, il va falloir que je retourne à l'étape 1 et je vais prendre un autre A. C'est dommage, c'est des choses qui arrivent. Tant pis, on a mal choisi. C'est le jeu de la vie. Dans mon cas, 24 à la puissance 16 divisé par 2, donc c'est-à-dire 24 puissance 8 plus 1, est congru à 255 modulo 391. Ça veut dire que si je prends 24 puissance 8 plus 1 et que je fais la division par 391, la division euclidienne, il va me rester 255. Dans mon cas, c'est différent de 0, donc pour moi c'est OK. Et bien, à partir de là, je vous le dis, les facteurs sont le PGC de A puissance R divisé par 2 plus 1 et N, et l'autre facteur sera le PGC de A puissance R divisé par 2 moins 1 N. C'est-à-dire, je prends mon nombre A, que je connais, je l'élève à la puissance R divisé par 2, je vais lui rajouter 1, je prends mon nombre M, je fais le PGC et je trouve un nombre. Ce nombre-là, ça sera forcément un diviseur de N. Donc ça sera P, et évidemment, vous pouvez faire le même raisonnement, mais cette fois non pas avec un plus, mais avec un moins 1, et vous aurez le deuxième, donc Q. Dans notre cas, vous trouverez que P c'est égal à 17 et que Q est égal à 23. Or, 17 fois 23, ça nous donne 391. Donc félicitations, vous venez de factoriser mon nombre. Je vous avais donné 391. Intuitivement, comme ça, on n'était pas capable de le factoriser. Ici, en découlant l'algorithme de Shor, vous avez pu trouver que P et Q étaient égales à 17 et 23, et on fait une double petite vérification, on multiplie 2 et on retombe bien sur 391. C'est que tout est bon. Bravo, vous venez de trouver mes facteurs. Du coup, vous venez de me casser mon RSA. Je vous explique ça, c'est très mignon, mais la grande question c'est pourquoi. Parce que là, je vous l'ai un peu sorti comme ça de but en blanc. On sait que A puissance R
et n sont premiers entre eux. Ça veut dire que a puissance r est congru à 1 modulo n. Ça veut dire que si je prends a puissance r et que je le divise par n, je vais tomber sur un reste de 1. Donc du coup, ça revient à dire que a puissance r moins 1 est congru à 0 modulo n. Quand un nombre est congru à 0 modulo n, ça veut dire que ce nombre est un multiple, est égal à un multiple du nombre modulo. Ça veut dire que a puissance r moins 1 est égal à un certain nombre k, un nombre, fois n. On se moque du k en fait, hein, sincèrement, c'est juste pour dire que voilà, c'est un multiple de n. Or, on sait que n, c'est égal à p fois q. Et on sait également que a puissance r moins 1, je peux le réécrire, hein, c'est juste un petit arrangement entre chiffres. A puissance r, c'est comme si je mettais a puissance r divisé par 2, le tout au carré. Sachant que je mets le tout au carré, le 2 va aller s'ajouter à mon 2r divisé par 2, du coup les 2 vont disparaître, et il va me rester plus que mon a puissance r. Donc ça revient strictement au même. De même, mon moins 1, je peux très bien mettre moins 1 au carré. Puisque, sachant que je mets le carré que sur le 1, hein, pas sur le moins 1, ça revient strictement au même. De là, qu'est-ce que je peux remarquer? Ici, j'ai a carré moins b carré. Si vous connaissez vos identités remarquables, a carré moins b carré, ça revient à faire a plus b fois a moins b. Donc ici, ça revient à faire a puissance r divisé par 2 moins 1 fois a puissance r divisé par 2 plus 1. C'est très bête, en fait, j'ai simplement réécrit ici ce nombre de sorte à faire sortir une identité remarquable et j'ai appliqué l'identité remarquable. Donc maintenant que j'ai ces deux informations, je vais pouvoir réécrire ce que j'ai au-dessus. Donc j'ai a puissance r divisé par 2 moins 1 fois a puissance r divisé par 2 plus 1 qui est égal à p fois q fois k. Donc de là on sait que le nombre qui est formé avec a puissance r divisé par 2 moins 1 fois a r divisé par 2 plus 1 est divisible par p et par q à la fois. On sait que tous les deux divisent le nombre que je viens de vous dire. Et on sait également que p et q sont également des diviseurs, sont des facteurs de n. Et on sait aussi un truc très important. On sait surtout que p et q ne peuvent pas diviser la même partie. Ça veut dire que p et q, ils vont diviser le nombre total. Donc ça veut dire que forcément ils vont diviser une des deux parenthèses. Ça peut être, ils peuvent diviser a puissance r divisé par 2 moins 1, ou bien a puissance r divisé par 2 plus 1. Mais j'en rajoute un truc en plus, c'est que il n'est pas possible pour p et pour q de diviser le même nombre. Ça veut dire que soit p va diviser une partie, la partie à droite ou la partie à gauche, et q va prendre l'autre. Toujours. Pourquoi? Parce que si les deux divisaient une seule des parties, ça veut dire que cette partie-là serait divisible par n, puisque s'il est divisible à la fois par p et à la fois par q, sachant que n est juste la multiplication de p et de q, alors ce nombre sera divisible par n. Or, précédemment, dans l'étape précédente, on a vu qu'il ne fallait pas que a puissance r divisé par 2 plus 1 soit congru à 0 modulo n. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit divisible par n. De même, sachant qu'on a a puissance r divisé par 2 moins 1 qui est congru à 0. C'est ce que vous plaidez. Dans ces cas-là, ça voudrait dire que nous avons a puissance r divisé par 2 qui est congru à 1 modulo n. Or, c'est pas possible, puisqu'on a établi que r, c'était la plus petite période possible pour laquelle ça puisse arriver. Donc, ça veut dire que si je prends a puissance r divisé par 2 moins 1, ou que je prenne le a
puissance r divisé par 2 plus 1, aucune de ces deux parties ne sont divisibles par n. Donc de là, ça veut dire que P et Q divisent une partie ou l'autre, mais jamais les deux à la fois. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends le PGC d'une partie, donc par exemple si je fais le PGC de A puissance R divisé par 2 moins 1, et que je le fais le PGC avec N, du coup, ils vont avoir qu'un seul facteur en commun, ça va être soit P soit Q, mais ils n'auront pas les deux, et surtout, un des deux aura forcément l'un. Du coup, si je fais le PGC, alors forcément ce PGC va me sortir le seul facteur qu'ils ont en commun, P. Et si je prends l'autre, ils vont me donner le seul facteur qu'il y a en commun, c'est-à-dire l'autre, donc Q. Et c'est à partir de ça que je suis totalement capable de vous dire, lors de la 7e étape, que le PGC de A puissance R divisé par 2 moins 1 avec N, et que le PGC de A puissance R divisé par 2 plus 1 avec N, nous donneront tout simplement les facteurs de N. Ça, je peux vous l'affirmer grâce à cela. Et du coup, voilà, grâce à cet algorithme, j'ai pu facilement casser le RSA. Voilà, vous allez me dire, où est l'embrouille? Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, on nous dit que le RSA c'est vachement sécurisé, etc. Je pense que mes données sont relativement en confiance. Si on avait un algorithme comme ça qui serait si efficace, je pense que ça serait un moment qu'on serait passé à autre chose. Et vous avez raison. Pourquoi? Parce que y a bel et bien une embrouille, c'est que trouver une période, c'est très 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 long. Là, je vous ai pris un exemple très simple. Et en plus, rien qu'avec ces exemples très simples, franchement, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois pour avoir un résultat acceptable. Quand j'ai pris mon exemple avec 11, si vous vous souvenez, 11 modulo 39, j'ai dû monter à 11 puissance 12 pour avoir mon 1, pour trouver la période. Quand j'ai fait donc mon exemple avec 24 et 391, j'ai dû monter jusqu'à 16. Ça veut dire que mon ordinateur il a dû calculer 24 puissance 16, qui nous donne des nombres assez gros. Mais il est pas rare que je tombe sur une période qui n'arrive qu'au bout de la centième, voire même de 200, 300, 400 tours. Or, ça voudrait dire que du coup, je me prends un nombre qui, comme je vous l'ai dit, est assez grand normalement à la base. Donc, je sais pas, je prends un nombre, je prends 1000, 2000, 10 000, 1 million. Et je devrais le mettre à la puissance 100, 200, 300. Nos ordis sont à genoux. Alors, il est possible de le faire. Et très très vite, ça va être compliqué. Ça va prendre du temps pour calculer ce nombre. Et encore plus de temps pour trouver la période. Moi je m'étais fait un algorithme en PowerShell, je tombais très très vite sur un odd number parce que je dépassais les capacités de variable de cette variable de base, j'entends, du PowerShell. Donc en fait c'est ici que se trouve le point difficile, c'est que toutes les étapes qu'on a vues dans l'algorithme de Shor se font très très simplement. Les vérifications, les calculs de PGC, vraiment c'est ultra rapide. C'est juste trouver la période, c'est vraiment infernal. Je pensais pas qu'avec des nombres aussi petits, je pouvais monter. Au lieu de prendre 24, j'aurais pris 25, je tombais à plus de 100 et quelques. Et en fait, moi, je ne peux pas vous dire combien, puisque à partir de 100, mon ordinateur ne suivait plus. Il aurait fallu que je fasse un traitement, un programme beaucoup plus complexe pour pouvoir coder mes nombres sur plus de variables. Enfin, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ça rendait une complexité beaucoup plus forte et ça aurait été beaucoup plus long et ça aurait été extrêmement compliqué. Sauf que malheureusement, ce n'est pas infaillible, on va y arriver. Et c'est notamment les ordinateurs quantiques qui pourront rendre cela beaucoup plus facile. Pourquoi ? Là-dessus, je ne vais pas me lancer dans une grande explication de mécanique quantique, d'ordinateur quantique et de fonctions assez évoluées comme une transformation de Fourier quantique. Et donc il y a Infinite Series qui avait fait une vidéo dessus sur l'algorithme de Shor, comment trouver la période avec justement un ordinateur quantique. Alors pour le moment on n'y est pas encore,
Alors il y a IBM, je crois, ou je suis pas sûr que ce soit eux, qui ont déjà appliqué ça pour factoriser 15. Et ils ont trouvé que les facteurs c'était 3 et 5. Donc l'idée après c'est qu'ils ont prouvé que quantiquement c'est possible, l'algorithme marche. Maintenant il faut juste pouvoir développer suffisamment les ordinateurs quantiques pour être capable de mettre un peu plus de qubits et donc pouvoir travailler sur des nombres un peu plus gros. Mais en tout cas, logiquement ça marche et logiquement ça serait, de manière, enfin mathématiquement normalement, ce serait beaucoup plus rapide. Et du coup, on serait vraiment capable de trouver cette période en un temps, on va dire, acceptable. Et du coup, ça casserait aujourd'hui toute notre cryptographie actuelle, parce que la plupart des cryptographies aujourd'hui reposent justement sur la multiplication de deux nombres premiers, et toute la difficulté, ce serait de factoriser. Aujourd'hui, tout repose sur notre incapacité à factoriser, ou du moins incapacité à factoriser rapidement. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du cryptage le jour où on arrivera avec les ordinateurs quantiques? Non, on trouvera d'autres méthodes de cryptage. Ça a toujours évolué. Ils évolueront toujours. Là-dessus, il n'y aura pas de problème. Je pense qu'on aura trouvé d'autres choses, d'autres manières de sécuriser tout ça. Mais en tout cas, l'apparition des ordinateurs quantiques et le développement de tout ça va faire qu'il va falloir changer nos méthodes de cryptage. En tout cas. Mais on n'est pas encore là. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, c'est encore bien abstrait. Mais ça arrivera un jour. Donc, à un moment, autant s'y préparer. Mais mathématiquement, nous, on est déjà prêts. Mathématiquement, on sait déjà comment est-ce qu'on va être capable de péter le RSA et comment est-ce qu'on va être capable de factoriser des nombres très grands et trouver les facteurs extrêmement dans un temps acceptable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, merci pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été mathématique, je suis désolé si vous n'êtes pas mathématique. Mais à un moment, quand on parle de cryptographie, décryptage et compagnie, on parle forcément maths. L'idée c'était vraiment de vous montrer qu'il ne faut pas croire que le RSA c'est la panacée parce qu'aujourd'hui c'est le plus utilisé, etc. Non, on sait déjà comment le casser, simplement aujourd'hui on n'a pas encore les outils pour le faire de manière dans un temps acceptable, mais on sait comment faire pour le casser. Et avec l'évolution des machines, des performances, et puis maintenant justement les ordinateurs quantiques, ça va nous faciliter la tâche et on va pouvoir finalement appliquer les algorithmes qu'aujourd'hui on ne pouvait pas. Donc, je vous laisse ici et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.